Bienvenue dans la présentation de Scratch, un outil que nous allons utiliser lors de la formation sur l'hybridation en SVT. Alors je vous rassure, tous les liens sont dans la description en dessous, ce qui vous permettra d'y accéder directement. Alors commençons d'abord par la présentation de ce qu'est le logiciel Scratch. Alors d'abord, comment accéder à cette interface? Donc vous allez sur internet et vous tapez l'adresse scratch.mit.edu et vous obtenez ici la page qui s'affiche, c'est-à-dire celle qui vous montre Scratch. Alors c'est pas là que vous allez travailler, il faut cliquer sur commencer à créer. Donc une fois que la page s'est affichée, je vais vous présenter les différentes parties de l'interface de Scratch qui vont nous permettre de mettre en place des algorithmes, c'est-à-dire des suites d'instructions qui arrivent à un résultat. Alors, vous avez donc ici le bandeau pour les fichiers, on le verra plus tard quand on veut charger des fichiers qui sont déjà faits et qu'on a sauvegardés sur notre ordinateur par exemple, ou qu'on veut les donner aux élèves. Vous avez ici un onglet code, un onglet costume, un onglet son. Vous avez ici tout un ensemble d'instructions qui sont classées par catégorie. Vous avez ici une fenêtre qui va permettre de construire les algorithmes. Vous avez ici une fenêtre qui montre ce qu'on appelle les sprites, c'est-à-dire les petits personnages qui vont être affichés à l'écran. Vous avez ici la fenêtre qui correspond aux sprites et ici la fenêtre toute petite qui correspond aux arrière-plans. Alors commençons par ces deux derniers puisque ce sont les plus simples. Donc un sprite est un individu, un personnage qui s'affiche à l'écran. Donc là vous avez le chat qui s'appelle Scratch d'ailleurs. Vous pouvez très facilement en rajouter. Ah oui, alors avant de vous montrer ça, il faut que je pense à me décaler un peu. Voilà, donc vous pouvez en cliquant ici en rajouter très simplement soit des sprites que vous avez déjà fait, soit des sprites qui existent déjà. Vous voyez qu'en plus ils peuvent être animés grâce à différents costumes, comme par exemple des individus qui marchent ou des balles qui changent de couleur. Donc vous en avez tout un tas quand même qui permettent de retrouver des choses globalement qui peuvent être utiles. Vous pouvez aussi les voir classés par catégorie, comme par exemple ces flèches. Admettons que je mette la chauve-souris. Donc vous avez ici la chauve-souris. Vous avez ici les deux sprites qui sont affichés à l'écran avec leur nom, savoir si vous les avez affichés ou masqués, savoir leur taille en pourcentage, leur position par rapport à l'écran et dans quelle direction ils regardent. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez aussi changer l'arrière-plan. Donc là, il suffit de cliquer ici et pareil, vous avez tout un ensemble d'arrière-plans qui vous permettent de mettre en place soit des scènes, soit de créer vous-même vos arrière-plans si vous préférez. Alors, de façon très simple, moi j'ai gardé dans les exemples que je vous montre juste après un arrière-plan blanc puisque je me suis plus attaché au fond qu'à la forme. Donc prenons par exemple les étoiles. Non, une cave, un arbre, Malibu, un château, voilà, l'intérieur d'un château. Donc vous voyez que quand je clique dessus, il m'affiche mon arrière-plan. Donc maintenant que vous avez compris ce principe, vous voyez que quand je clique sur un personnage, sur un sprite, son icône ici s'affiche, ça veut dire que c'est sur lui que je suis en train de travailler. Donc prenons sprite, prenons par exemple Scratch et je vais essayer de lui dire que quand je clique sur le drapeau vert, je veux qu'il avance jusqu'à ce qu'il arrive ici. Donc en fait, il va avancer un peu, se tourner et continuer à avancer. Donc pour ce faire, je vais utiliser les instructions qui sont là pour pouvoir lui donner cette suite d'instructions et donc construire mon algorithme. Donc par exemple, je dis que quand je commence, quand le drapeau vert est cliqué, c'est celui-là qui permet de lancer l'instruction. Ah, regardez, petite erreur, là je ne suis pas sur le bon sprite, je suis sur la chauve-souris, donc je reviens ici, voilà. Donc quand je clique sur mon drapeau vert, moi je vais me décaler encore un peu. Donc quand je clique mon drapeau vert, je vais dans mouvement, je veux qu'il avance de 10 pas. Je vais lui demander de se tourner de 15 degrés, puis je vais lui demander d'avancer de, par exemple, 200 pas. Donc vous voyez que quand je clique sur le drapeau vert, il va faire exactement ça, et je vais lui demander de se tourner pour se remettre à zéro de 15 degrés. Alors je clique, et voyez ce que ça donne. Ah, vous me direz, là, j'ai pas vu les étapes de l'algorithme, même si je sais qu'il l'a fait. Donc, là, je mets ça ici, et pour qu'on voit les étapes, je vais dans contrôle lui demander d'attendre une seconde, puis d'attendre une seconde après être avancé, puis d'attendre une seconde après cette tournée,
puis d'attendre une seconde après avoir avancé, et vous allez voir que vous allez avoir la même chose, mais décomposée, évidemment. Donc, il avance, il attend, il se tourne, il avance, il attend, il se tourne. Et vous voyez que là, j'ai créé un algorithme, donc une suite d'instructions. Alors vous me direz, certes, j'ai fait avancer un petit chat au niveau d'un affichage, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt en SVT. Alors l'intérêt, et c'est ce que je vous montrais dans les exemples que je vais vous présenter, l'intérêt c'est que je vais pouvoir construire des algorithmes pour permettre à des élèves de bien comprendre la notion qui sous-tend cet algorithme. Par exemple, comment fonctionnent les hormones ou comment fonctionne la nutrition d'une plante. En fait, si il y a ça, alors il se passe. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'instructions, et c'est ce que nous verrons lorsque nous ferons notre formation, tout un tas d'instructions qui permettent de mettre de l'interactivité dans un script, qui permettent donc de construire quelque chose et d'arriver à un algorithme. Donc bien évidemment, je peux mettre un algorithme ici, je peux aussi mettre un algorithme sur la chauve-souris. Alors là, par exemple, ça, ou je vais dire par exemple, je vais répéter 10 fois. Alors l'apparence, c'est à quoi ressemble le sprite. Donc je vais dire de passer sur son costume suivant. Oui, parce que regardez, un sprite peut avoir des costumes. Donc là, vous voyez qu'il a des costumes suivants. Ça, et je vais dire d'avancer ou de glisser. Vous voyez, tac, glisser, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit entre les deux. Donc, tiens, de glisser à une position aléatoire. Donc, voyons voir ce que ça donne. Donc, vous voyez que ma chauve-souris se déplace en battant des ailes de façon aléatoire. On pourrait rajouter quelque chose, bien évidemment. S'il touche le chat, crier ouille. Donc maintenant que vous avez vu cet exemple relativement simple sur comment fonctionne l'algorithme, vous voyez que j'en ai mis un pour chaque personnage, pour en mettre un sur la scène. Je vais vous montrer 3 exemples qui peuvent être exploités en SVT. Alors, pour étudier ces exemples, évidemment, je ne vais pas vous demander de tout faire, je vais vous donner des fichiers complets. Après, ça sera à vous de voir comment vous pouvez les amputer ou les complexifier ou les simplifier pour les fournir à vos élèves et qu'ils puissent avoir un travail à faire dessus, un travail de réflexion, un travail de construction de l'algorithme, puisque je rappelle, c'est ça qui est important dans Scratch, on fait construire l'algorithme pour mieux comprendre une notion généralement plus abstraite que ce que l'on peut étudier directement. Donc pour avoir directement ce fichier, vous aurez les liens de tous les fichiers dans la description de cette vidéo pour aller les chercher. Je les partage volontiers, c'est des choses que soit que j'ai faites, soit que j'ai récupérées, soit que j'ai améliorées. Donc première chose, vous faites fichier importé depuis votre ordinateur, oui parce que vous avez déjà téléchargé les fichiers, et vous voyez que moi dans Scratch, par exemple, le premier que je vais vous présenter, c'est le besoin des plantes. Donc je clique dessus, il vous demande si vous les remplacez, vous dites oui. Donc vous voyez ici que j'ai déjà créé les sprites, je vais un peu, si on veut agrandir, voilà, j'ai donc déjà créé les sprites, j'ai créé un sprite de plante ici, il y en a un avec du texte, ici vous avez différents éléments qui permettent d'avoir des valeurs de 1 ou de 0, bien évidemment, donc ça évidemment c'est dans la connaissance du logiciel que vous pouvez les trouver. Je vous montre ce que donne cet algorithme quand il fonctionne. Donc il y a écrit qu'il fonctionne quand je commence à cliquer sur le petit drapeau vert. Donc je clique dessus et vous remarquez aucun changement. Donc si je change les conditions, par exemple, vous voyez que le sprite va changer, résultat après 7 jours, et que si je fais disparaître la lumière, l'aspect de la plante, si je rajoute des sels minéraux et si je rajoute du dioxyde de carbone, l'aspect de la plante va changer. On est bien d'accord que ce n'est pas une simulation de pousse de plante, c'est juste un élément qui permet de comprendre quels sont les éléments essentiels à la plante. Alors, décortiquons un peu ce premier exemple. Donc pour mieux le décortiquer, je vais déjà vous présenter le sprite qui est ici. Donc je double-clique dessus et je vous montre les costumes. Il a donc un costume qui s'appelle plante petite, il a un costume qui s'appelle plante fanée, un costume qui s'appelle plante pousse un peu, et un costume qui s'appelle plante pousse beaucoup.
Donc j'ai 4 costumes pour le même sprite et je vais pouvoir changer de costume. Donc voyons de façon plus précise quel est l'algorithme. Donc cet algorithme dit, donc là je remets à 0, vous remarquez que rien ne change puisque le logiciel n'est pas en train de fonctionner. Donc il bascule sur le costume plante petite. Donc déjà quand il se met en route, le sprite va se mettre sur plante petite. Après il met les variables eau, lumière, sels minéraux et dioxyde de carbone, il les met toutes à 0. On initialise la situation. Ensuite, il va répéter indéfiniment. Si l'eau est égale à 1 et la lumière égale à 1, alors quoi? Alors il va faire ce qu'il y a à l'intérieur ici. Alors il va se dire que si dioxyde de carbone est égal à 1 et que sel minéraux à 1, il va mettre à la plante pousse beaucoup. Sinon, il va mettre à la plante pousse peu. C'est-à-dire que si la première raison est juste, il y a de l'eau et de la lumière, la plante pousse peu. Et s'il y a du dioxyde et des sels minéraux, la plante pousse énormément. Alors on est d'accord que niveau justesse scientifique, ça se pose là un peu quand même. On est bien évidemment dans la compréhension de quels sont les éléments essentiels à la plante pour pousser et quels sont ceux qui facilitent sa poussée. Et vous remarquez que dans mon bloc de si, s'il n'y a pas ça, alors il met sur plante fanée. Donc tout le bloc est là, y compris dans la plante, c'est-à-dire que quand je mets en route, là c'est 0, 0, 0, il met sur plante fanée. Je mets sur 1, la condition ici n'est pas résolue puisqu'il faut que les deux variables soient à 1, donc elle est toujours sur plante fanée. Je mets lumière, il met sur pousse un peu. Si je mets les sels minéraux, il ne change pas, et si je mets les deux, il met sur plante beaucoup. Et si j'enlève l'eau, par exemple, la première condition n'est plus valable, même si celles-là sont valables, la plante est fanée. Et même chose si je mets l'eau et que j'enlève la lumière. Donc vous voyez que là, j'ai une possibilité pour mes élèves de leur faire construire, de leur faire toucher du doigt qu'effectivement il y a des éléments qui sont importants pour la nutrition des végétaux verts chlorophyllés. Donc là, bien évidemment, ça sera à vous de voir ce que vous pouvez faire comme simplification ou ce que vous pouvez faire comme élément pour le donner à vos élèves. Par exemple, vous pouvez très bien donner ces éléments différents et leur demander de les assembler pour voir qui peut aller avec qui. Ou vous pouvez encore mieux les séparer comme ça et dire voilà, comment est-ce que vous mettriez les choses, dans quel ordre les ordonneriez-vous pour coller aux résultats expérimentaux que nous pouvons avoir en classe et donc mieux comprendre quels sont les besoins de la plante. Donc vous voyez que là, on donne des éléments et c'est aux élèves de réfléchir comment les agencer pour que ça corresponde au réel. On a un début de modélisation. Ça peut se faire sur une heure de cours ou ça peut se faire, puisque c'est le sujet de l'hybridation, se commencer en classe et se finir à la maison avec des élèves qui vous envoient la capture d'écran ou même mieux, le fichier pour vous montrer comment ils ont fait et ce qu'ils ont fait comme travail. Donc voyons maintenant un autre exemple. Pour ce deuxième exemple, on va donc étudier la communication hormonale. On a déjà étudié en classe les expériences qui sont faites, ou en tout cas les manipulations qui sont faites pour obtenir des chapons et essayer de comprendre ces manipulations. On arrive donc là, au niveau de l'hybridation, dans la nécessité de modéliser l'action de ces produits, de ces hormones. Alors là, cet exemple est un peu plus complexe pour vous montrer ce à quoi on peut arriver sur Scratch. Donc première chose, là je suis sur l'arrière-plan, donc un arrière-plan blanc, d'accord? Et j'ai mis que quand je clique sur le drapeau vert, donc quand j'initialise la situation, il cache les variables ablation, greffe et injection, donc il y a 3 variables, et il les met toutes les 3 à non. Ça veut dire que rien n'a été fait pour moi. Vous me direz, mais ce code-là, il n'y a rien qui fonctionne. Alors si, regardez, je mets en grand écran et je lance ça. Je dis que je mets ablation des testicules, je clique sur résultat, ah, on voit que ça a changé, j'initialise. Donc je clique sur greffe des testicules et ablation, et on voit que j'ai un coq, je peux réinitialiser, je peux cliquer ici, je vois ce que ça donne, oui c'est pareil, donc je peux faire différents tests, et même demander à des élèves de remplir, et si je fais ça par exemple, ça fait ça, d'accord, du coup ça change pas souvent, donc il n'y a vraiment que là qu'il y a un changement. Donc bien évidemment, vous me direz, mais le code qui est ici, l'algorithme qui est ici, n'explique pas ce qui se passe. Oui, parce que je peux mettre du code sur l'arrière-plan, sur la scène, mais je peux aussi mettre du code ici sur un sprite. Et c'est ce que j'ai mis sur mon sprite jeune coq. Alors regardez jeune coq,
Vous vous en doutez, il a 3 costumes, il a jeune, il a coq et il a chapeau. Et je vais pouvoir passer d'un costume à l'autre suivant ce qui se passe. Alors regardons de façon un peu plus précise ce code. Donc je dis que quand je commence, je bascule sur le costume jeune. C'est-à-dire que là, vous voyez, il est chapeau. Si je démarre truc, il balance automatiquement, il se met automatiquement sur jeune. Alors je regarde. Quand je reçois un message résultat, tiens, un message résultat, mais qui est-ce qui envoie ce message résultat? Alors je vais cliquer sur ce sprite-là, et je vois que lui aussi a un code. Vous voyez que là, on est dans un exemple déjà qui est plus touffu. Donc ce code-là, je dis que si jamais il est sur arrêt, ah oui, parce qu'il a 2 costumes, oui, regardez, il a arrêt et marche. Si je mets le costume sur arrêt, si jamais le pointeur de la souris touche et qu'on presse la souris, c'est-à-dire qu'on clique ici, pas si on clique là, s'il faut toucher et cliquer ici, on met sur marche et on envoie à tout le monde le message résultat. Ah, on envoie le message résultat. Du coup, ce qui fait que lui, quand il va recevoir le message résultat, ça veut dire qu'il va répondre au fait que je clique ici. Il va se mettre, si ablation est égale à non, il va se mettre sur coq. Si jamais greffe est égal à oui ou injection est égal à oui, il va se mettre sur coq, sinon, il va se mettre sur ablation. Donc vous voyez qu'en fait, je suis obligé de réfléchir que s'il y a ablation, donc je suis dans ce cas-là, d'accord, qu'il y a une greffe ou qu'il y a une injection, on passe sur coq, et si on n'a pas, on vient sur chapeau. Ce qui veut bien dire que c'est l'ablation qui va créer ça. De même, quand il reçoit réinitialisation, il repasse sur jeune, oui, parce que ce bouton de réinitialisation, il suffit que je clique dessus, et il remet tout à zéro. Dans l'idée, souvent, pensez à mettre des boutons de réinitialisation pour remettre en route la modélisation. Donc vous voyez que là, on a 2 éléments nouveaux par rapport à ce que j'ai présenté dans l'exemple du végétal. Certes, vous avez des variables, vous avez des changements de costume, mais vous avez aussi des messages qui peuvent passer d'un sprite à un autre et qui permettent de coordonner les informations qui sont données à ces sprites. Vous avez là un exemple qui est quand même beaucoup plus complexe, mais qui s'adresse bien évidemment à des élèves qui sont plus âgés. Et même chose, quand vous fournissez ce travail à vos élèves pour qu'ils comprennent la notion de communication, il faut qu'ils le construisent. Ne leur donnez pas en disant faites l'expérience et dites-moi ce que ça donne. C'est vraiment pas l'idée de ce travail. L'idée, c'est de donner un canevas plus ou moins complet pour qu'ils soient obligés de mettre les mains dedans et justement d'arriver à ce type-là, à savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a ablation, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas ablation. Vous pouvez évidemment donner par exemple la même chose avec les costumes séparés. Ils ne sont pas obligés de s'occuper comment est-ce qu'on fait pour cocher, comment est-ce qu'on fait pour cliquer sur résultat. Vous, ce qui vous intéresse vraiment, c'est ça. Vous pouvez très bien leur donner ça à placer, qu'ils le placent au bon endroit pour voir s'ils ont bien compris. Vous pouvez très bien leur donner les éléments séparés, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une greffe, qu'est-ce qui se passe quand il y a une ablation, qu'est-ce qui se passe. Et c'est à eux, vous voyez, vous pouvez leur donner ça, et c'est à eux de construire. Voilà, on leur donne ça, par exemple. Hop, là, je supprime. Et c'est à eux de construire. Qu'est-ce qui se passe quand j'attends un résultat? Qu'est-ce qui se passe quand c'est non? Qu'est-ce qui se passe quand c'est oui? C'est à eux de construire l'algorithme pour pouvoir comprendre comment fonctionne ce mécanisme et quelles sont les interactions entre ces éléments, puisque là, dans cet exemple, c'est bien les interactions que l'on met en avant. Pour le 3e exemple, nous allons faire étudier à nos élèves l'idée de l'épuisement de ressources naturelles, des ressources fossiles, le pétrole dans ce cas-là. Donc vous voyez qu'en classe, un travail qui est fait, c'est d'essayer de calculer quelle année les réserves mondiales de pétrole seront épuisées. Donc ils ont l'ensemble des chiffres, une tonne de pétrole, combien de barils, etc. Combien on utilise de pétrole chaque année par rapport à 2017, etc. etc. Donc vous voyez que grâce à ça, des élèves vont pouvoir arriver à constituer ce type d'algorithme. Donc vous voyez que vous avez une variable année, vous avez une variable réserve mondiale, vous avez une variable quantité de pétrole consommée. Donc, et qu'il répète indéfiniment, il rajoute 1 à seconde, il attend 1 seconde, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure pour que ça s'affiche régulièrement. Il ajoute 1, etc., etc. Donc je vous montre ce que ça donne quand il est complet. Donc vous voyez qu'ici, les années défilent. Les années défilent. La quantité de pétrole qui existe, consommée, augmente petit à petit. Et les réserves diminuent.
Et donc ça permet d'avoir une suite, oui c'est des choses en mathématiques qu'ils n'étudient pas au collège, et de déterminer en fait quelle va être l'année théorique où la consommation de pétrole va être tellement importante par rapport aux réserves que le pétrole sera épuisé. Donc là, on a l'idée d'un calcul logique qui doit amener à comprendre comment on fait ce type de calcul et comment on fait ce type d'estimation. Et après, on peut moduler les chiffres pour voir comment on pourrait faire pour arriver à autre chose. Donc vous voyez que d'après la simulation, en 2053, il n'y a plus de pétrole. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire aux élèves? Soit on leur fait faire l'algorithme qui est ici, c'est-à-dire on rajoute des années, on multiplie 12 par 365, on l'ajoute à la quantité de pétrole consommé. Oui, ça c'est ce qu'il y avait dans le texte que je vous ai montré juste ici, bien évidemment. On leur fait faire l'algorithme complet. Ou alors, vous pouvez leur donner un algorithme incomplet et c'est à eux de voir qu'est-ce qu'il faut soustraire de ce qu'il faut additionner. Ou alors, enfin, vous leur donnez l'algorithme déjà construit. Là, on est vraiment dans le niveau le moins difficile. Par contre, vous enlevez les chiffres qui sont là et vous leur dites que c'est à eux, en fonction du document qu'ils ont eu, de le remplir. Bien évidemment, ce travail sera à faire en hybridation, c'est-à-dire il peut être commencé en classe et terminé à la maison pour arriver à la notion d'épuisement. Vous pouvez même, grâce à cet exemple, arriver à la notion de si on modifie au cours des années la consommation, si on imagine un modulo qui se met en place, on peut mettre un modulo même aléatoire, si vraiment on veut complexifier les choses dans une certaine fourchette, on peut arriver à des estimations différentes et ça permet de mieux comprendre pourquoi, suivant les personnes et les experts qui sont interrogés, les années et les dates d'arrêt du pétrole ne sont pas les mêmes, puisqu'effectivement, on parle d'hypothèses. Même chose avec le réchauffement climatique. Il est difficile parfois pour des élèves de comprendre pourquoi différents scientifiques arrivent à des résultats différents. Ce type d'exercice, ce type de modélisation d'un algorithme de prévision permet bien évidemment de toucher du doigt que suivant les critères que l'on choisit dans son algorithme, on arrive à des résultats différents tout en ayant toujours raison, puisque ceci dépend des critères qu'on a choisis. J'espère que la présentation de ce logiciel vous a satisfaite et que vous avez commencé à toucher du doigt l'utilisation qu'on peut en faire en SVT, notamment dans le cadre de l'hybridation, c'est-à-dire qu'on peut commencer un travail en commun pour le laisser continuer tout en gardant une motivation et une implication relativement forte. J'espère que vous avez vu qu'avec ce logiciel, on pouvait toucher du doigt des algorithmes parfois un peu complexes et surtout assez peu concrets, notamment pour nos élèves, et que surtout ça les obligeait à mettre un peu les mains à l'intérieur et les obliger à réfléchir pour comprendre pourquoi on arrive ou pas à un résultat. Oui, parce qu'un des intérêts d'utiliser ce type de logiciel, c'est justement sa capacité à avoir un retour immédiat sur ça marche ou ça marche pas. Si vous êtes trompé, vous n'obtenez pas le résultat obtenu et donc vous êtes obligé de vous confronter à ceci pour arriver à quelque chose qui fonctionne. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant la formation à les poser, mais surtout, il faut penser à pratiquer et à utiliser le logiciel pour voir comment on peut en tirer quelque chose d'exploitable avec nos élèves, mais de pas trop complexe, puisque je rappelle que dans ce groupe, nous sommes en collège. Vous voyez qu'il y a de multiples possibilités, après c'est à vous d'adapter l'outil pour en trouver quelque chose de pertinent qui puisse impliquer, motiver les élèves et surtout les pousser à mieux comprendre le monde qui les entoure.